Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Cette semaine, c'est un podcast, en distanciel qu'on vous propose, voilà, parce que y a des examens en ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, vous allez pas être trop dépaysés l'équipe, parce que cette semaine, on a Philippine et Matt qui sont toujours là, hein, voilà. Salut tous les deux. Salut. Salut. On a juste changé Maxime pour Marie cette semaine. Oui, Voilà, salut. Salut Marie. Salut. Bah oui. Ça commence pareil, Et- c'est pas trop dépaysant. Ouais, on connaît un peu les voix. Marie, tu vas nous parler de quoi cette semaine ? Je vais surtout vous parler d'écologie, j'ai l'impression, parce que je vais vous parler d'un jeune homme, un militant écologiste, et ensuite de Macron qui semblerait aurait refusé de mettre en place un référendum proposé par la Convention citoyenne pour le climat. Mais j'en dis pas plus. Très bien. Philippine, toi aussi, tu as préparé un moment et une chronique. C'est un peu international, tes sujets, je crois. Ouais, c'est ça. Si Marie, elle va vous parler de l'écologie, moi, je vous fais voyager. On va aller en Roumanie pour voir quelle technique le gouvernement a adoptée pour accélérer sa campagne de vaccination. Et puis ensuite, on va s'envoler vers l'Amérique latine, au Brésil, où je vais vous parler d'un acteur qui est mort tout récemment, mais qui a été une figure très importante pour la communauté LGBT, entre autres. Et pour finir, c'est Matt. Matt, tu as ton moment. Tu vas nous parler de... Boxe. Et plus De- précis de boxe, un événement sportif qui a accueilli notamment 70 000 spectateurs. Voilà, c'était le plus grand rassemblement sportif depuis le début de la pandémie. Ça revient. Ça a l'air d'être sympa. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Mais surtout, tu es en charge d'une autre partie de cette émission, je crois. Ouais. Il n'y a pas Maxime, donc c'est moi qui fais le quiz. Voilà. On compte sur toi pour ta bienveillance envers nous. Bien sûr, bien sûr. Et évidemment, je vous ai préparé aussi un petit temps mort pour bien s'amuser cette semaine. Et je propose que l'on commence tout de suite avec les moments de la rédac. Pour commencer ces moments, Marie, toi, ton moment, c'est sur un jeune militant écologiste, je crois, il s'appelle Adrien Théron. Oui, tout à fait, Edouard. Je vais vous parler d'Adrien Théron. Donc, il a une vingtaine d'années, il a à peu près notre âge à tous les quatre, et qui, le 8 mai dernier, donc le jour de la célébration de la Libération, a posté 3 photos de lui sur Twitter. Donc, rien de plus banal pour des gens de notre âge. Mais sur ces 3 photos, on le voit assis par terre, sur une route parisienne, près d'une bouche de métro, face à une voiture, en homme sandwich, coincé entre 2 grands bouts de carton sur lesquels il était inscrit « Je suis terrifié par le futur à cause de la crise écologique ». Si le jeune homme a de cette manière attiré vers lui le regard de personnalités européennes, comme celui du député européen Pierre Larouturou, que l'on sait très investi dans la cause écologique, il a aussi attiré des regards moins tendres et plus féroces, puisqu'en effet, il a été bien loin de créer le dialogue comme il le voulait par son action, puisque Adrien Théron a soulevé malgré lui une belle vague de haine à son encontre. Et même si c'est pas un cas isolé de la twittosphère et de bien d'autres réseaux sociaux, son cas soulève des questions bien plus larges que celui du cyberharcèlement, puisque beaucoup de gens lui ont reproché de façon plus ou moins polie, plutôt moins, d'être un pseudo-écolo, car avant de poster des photos de lui en homme sandwich, Adrien Théron postait des photos de lui bien plus esthétiques dans le sens où il était mannequin. Et à ce titre, beaucoup lui ont reproché d'avoir pris part à l'industrie du mannequinat, qui est loin d'être la plus éthique des industries. Mais le plus gros reproche qui lui a été fait à Adrien, c'est celui d'avoir eu comme rêve d'être pilote d'avion, car effectivement, il avait posté sur son Instagram en 2019, alors ça remonte un peu, une photo de lui dans un cockpit d'avion, photo qu'il a récemment supprimée. Et encore une fois, je tiens à rappeler qu'il a seulement une vingtaine d'années. Et si j'insiste sur son âge, c'est parce que je me pose une question. Est-ce que c'est vraiment hypocrite de militer pour une cause, alors qu'antérieurement, l'on faisait le contraire, ou que l'on n'agissait pas tellement en faveur de celle-ci ? C'est une question qui reste ouverte. Je pense qu'il y a un dicton quand même assez célèbre qui dit « il n'y a que les cons qui changent pas d'avis ». C'est juste que sur les réseaux sociaux, malheureusement, heureusement, tout reste. Et donc, dès que tu fais quelque chose, on va remonter pour voir ce que tu avais fait. C'est dommage qu'on n'ait pas cherché un peu à connaître un peu son parcours, parce que 2019, ça fait
ça fait loin, en fait, mine Bah, mine de rien. oui. Il est relativement jeune, donc ça évolue vite hein, à cet âge-là. Tout le monde évolue, forcément. Donc, c'est dommage. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est connaître un peu son parcours. Comment il a été amené à penser ça, alors qu'avant, il avait justement ce rêve de devenir pilote. Il se vantait de faire des voyages. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, je lui ai envoyé un message sur Twitter, j'espérais qu'il me réponde, mais il m'a pas répondu. Mais j'aurais bien aimé savoir quand est-ce qu'il a eu ce petit déclic de militant écolo. Et bah, merci beaucoup, Marie, pour ce moment très intéressant, hein, où tout le monde peut donner son avis, évidemment. Et nous, on va partir à l'étranger, on va partir aux États-Unis, je crois, à Arlington, avec Matt, pour évoquer un événement qu'on aurait considéré comme un peu banal avant la crise sanitaire, mais maintenant, il prend tout son sens. Comme un air un peu de vie d'avant, c'est comme tu le dis en fait, parce que dans la nuit du 8 au 9 mai, plus de 70 000 spectateurs ont assisté à 3 combats de boxe au AT&T Stadium, donc c'est un stade de football américain, à Arlington, donc au Texas. C'est un record déjà de tout temps donc, pour un combat de boxe en indoor, donc couvert, pas en extérieur, mais dans un stade couvert. Et il s'agit tout simplement du plus grand rassemblement sportif aux États-Unis depuis le début de la pandémie, loin, très très loin devant le Super Bowl 2021 qui ne pouvait accepter que 25 000 spectateurs en physique, voilà. Dans des stades qui pouvaient accueillir 3 fois plus au minimum. Bon, le programme il faisait un peu rêver, on va pas se le cacher, 70 000 spectateurs quand tu as le meilleur boxeur du monde au programme qui s'appelle donc Saul Canelo Alvarez. Bon, voilà, hein, c'est au Texas, à côté de la frontière mexicaine. Tous les Mexicains sont venus pour soutenir leur champion. Mais c'est surtout un événement qui montre un peu, qui est un peu symbole en fait de ce retour à la vie normale, à un retour à une vie de plus en plus normale. On a vu que la vaccination, notamment, a permis justement d'ouvrir un peu plus en fait tous ces lieux culturels. En France, notamment, ça va bientôt être le cas pour les cinémas, les terrasses, puis ensuite ce sera les restaurants. Les stades pourront accueillir évidemment des personnes, c'est déjà le cas du coup aux États-Unis notamment. Et clairement, c'est un bon signe, c'est un signe positif que tout commence à revenir un peu à la normale. Il n'y a pas que les événements sportifs bien sûr qui sont impliqués, on peut penser à des concerts. Je sais qu'en Nouvelle-Zélande par exemple, à la fin du mois dernier, 50 000 personnes ont pu assister à un grand concert d'un groupe de musique, le groupe 660. Donc voilà, en France, on va espérer que ça arrive le plus vite possible, mais clairement, c'est un motif d'espoir pour la suite. Ouais, en plus, pour l'instant, je crois que les festivals cet été en France, c'est quoi? C'est 20 000 personnes assises, on en parlait la semaine dernière. 5 000. Ah, 5 c'est 000, 5 000, oui, je crois. donc, Tu peux emballer. Bravo, bravo. un peu trop. Donc ça fait une grosse différence avec les États-Unis. Ah oui, là oui. 70 000, j'arrive même plus à... Après, Allez-y. c'est assez particulier parce que les États-Unis, évidemment, c'est les gouvernements fédéraux, donc c'est ça qui décide, etc. Le truc, c'est que les 70 000 spectateurs, c'est assez énorme parce que c'est sans masque et sans distanciation. C'est aussi pour ça, il y a zéro restriction là-dessus. Ça fait un peu rêver. On a l'impression de voir la lumière au bout du tunnel, mais bon, à chaque fois qu'on dit ça, Elle s'éteint très rapidement. voilà, c'est ça. Bien sûr. On croise les doigts, mais on croise les Bien doigts pour l'année prochaine, pour que ce soit mieux. Et donc, une des solutions dont on a parlé, c'était la vaccination. Et la vaccination, c'est Philippine qui va nous emmener dans un vaccinodrome très spécial, non? Très spécial. Ça se passe en Roumanie. Le gouvernement a trouvé un moyen d'allier vaccination et tourisme avec une méthode assez hors du commun. En effet, c'est au château de Bran, en Transylvanie, qui est plus connu pour être le château de Dracula, que les visiteurs peuvent maintenant se faire vacciner gratuitement pendant leur visite du château. Donc c'est un aménagement autant bénéfique d'un point de vue sanitaire que touristique. Sanitaire déjà parce qu'en Roumanie, le million de cas de Covid recensés depuis le début de la pandémie a tout récemment été atteint. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais en soi, le pays n'a que, entre guillemets, 21 millions d'habitants. Donc la Roumanie a été assez touchée par le virus, surtout en novembre dernier. Et même si les cas en ce moment sont un peu à la baisse depuis plusieurs semaines, la population roumaine, elle est un peu réticente à la vaccination. Et du coup, le gouvernement espère que ce coup de com' aidera à faire accélérer la campagne de vaccination, sachant qu'au moment où on enregistre cette émission, il y a seulement, encore une fois, entre guillemets, tout est relatif, 3,5 millions de Roumains qui ont reçu au moins une dose de vaccin,
Donc c'est quand même assez peu par rapport à d'autres situations en Europe, par exemple. Et donc grâce à ça, entre autres, le pays espère atteindre les 10 millions de vaccinés d'ici septembre. Mais alors, se faire vacciner dans le château de Dracula, c'est aussi un coup de com' pour les touristes, parce que le gouvernement tente en fait d'attirer les visiteurs étrangers en visite dans la région pendant le week-end pour essayer de relancer le tourisme qui était évidemment en déclin dans le pays, comme dans tous les pays, depuis des mois. Donc évidemment, les membres du château de Dracula n'ont pas fait les choses à moitié parce que les médecins et les infirmiers sont déguisés en vampires. Ah, ça c'est super. C'est vraiment, ils ont fait le truc à fond, quoi. Tout le processus de vaccination est organisé autour de Dracula et des vampires, du sang et tout machin. Et puis ça collait bien au jeu parce qu'on parle de piqûres. Du coup voilà, si jamais vous nous écoutez depuis la Roumanie et que vous voulez du sang, des crocs de vampires et une dose de vaccin, il faut aller au château de Bran, le château de Dracula. C'est incroyable. Franchement, ça donne très envie d'aller se faire vacciner juste pour voir comment ça se passe. Ouais. Rien que pour visiter le château de Dracula. Je ne savais pas qu'il existait. Il est pas mal. J'ai vu des images et franchement, si un jour je vais en Roumanie, j'irai. Tu passeras au château de Dracula. Franchement, on en découvre des choses dans cette émission. Hein. Et pour mon moment, moi, je vais partir encore plus loin que la Roumanie, que les États-Unis, parce que je vais partir vers l'espace. Vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Dedans, en ce moment, y a Thomas Pesquet, le français. Hein, il y est pour 6 mois pour sa mission. Donc, il a un rôle de faire des expériences scientifiques, de maintenir l'ISS en bon état de fonctionnement. Mais il a trouvé d'autres petites occupations, parce que faire que ça, c'est pas très fun. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Je suis sûr que vous le savez, il faisait déjà pendant son premier voyage. Il fait beaucoup de photos, vous pouvez le suivre sur Instagram, il met des photos, là il a mis des photos de Normandie et de Paris. Mais Thomas Pesquet, c'est devenu un outil de communication. Et c'est le groupe Coldplay qui a utilisé Thomas Pesquet, parce que donc ils ont teasé un retour musical qui disait sur Twitter « On a trouvé un signal communication extraterrestre établi. Donc qu'allait-il se passer ? On ne savait pas trop. » L'ESA avait répondu à ce tweet, donc c'est l'agence spatiale européenne, l'ESA. Ils avaient répondu bien reçu, donc on ne savait pas trop, et maintenant c'est bon, c'est fait. Il y a eu un petit live entre Thomas Pesquet et le groupe Coldplay, donc Thomas Pesquet qui était dans l'ISS évidemment, et il en a profité pour diffuser en premier, depuis l'espace, la nouvelle chanson, le nouveau single de Coldplay, depuis l'ISS. C'est la classe quand même. Ça s'appelle Higher Power, et le clip il est sorti évidemment juste après. Et franchement, en termes de communication, ils ont tout compris, chez Coldplay. Mais est-ce que ce sera la seule avant-première, j'avais envie de dire ? Eh bien, peut-être pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une pétition en ce moment qui est un peu sur les réseaux sociaux qui demande à ce que l'avant-première du film d'Alexandre Astier, Kaamelott, donc c'est le premier volet de Kaamelott, qui soit diffusé dans l'espace pour Thomas Pesquet. Et celui-ci il a répondu sur Twitter en disant « Pas d'inquiétude, j'ai parlé au roi avant de partir et il m'a préparé quelque chose. » Donc on attend la sortie de Kaamelott cet été. C'est à la fois hyper intelligent mais assez terrifiant de se dire que maintenant on peut passer par l'espace pour faire la promo d'un single. Mais c'est sympa parce que si je me trompe pas, le single parle un peu de l'espace, etc. Ils n'ont pas fait ça juste pour... c'est bien quand même que... Qu'il y a un lien. Merci à tous les trois pour vos moments qui étaient très intéressants. Et on va continuer avec la chronique de Marie. Donc, une chronique politique pour Marie, parce que tu t'es intéressée, je crois, au référendum en France, et plus particulièrement à celui sur l'écologie. Alors oui, tout à fait, Edouard, et je vais commencer cette chronique avec un titre du JDD dimanche dernier qui titrait à la une « À son référendum, Macron vote non ». Alors, c'est un titre ou une affirmation plutôt choc, puisque davantage officieuse qu'officielle, et c'est aussi une affirmation que l'Élysée dément au même rythme que le président de la République se déresponsabilise, puisque pour la Macronie qui se définit comme progressiste, jeune et j'en passe, cet abandon de référendum, c'est de la faute de la vieille et conservatrice droite sénatoriale. Alors, je m'explique.
Pour tout comprendre, il faut remonter en décembre dernier, où Emmanuel Macron faisait une nouvelle promesse devant les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. La promesse de mettre en place un référendum dans le but de modifier l'article 1er de la Constitution de la Ve République pour ajouter la préservation de l'environnement parmi les piliers républicains. Alors, c'est plutôt une promesse en toc plus qu'en or, puisqu'elle ne pouvait être réalisée si, et seulement si, les deux chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, se mettaient d'accord. Évidemment, le sort en a décidé autrement, puisque bien que l'Assemblée nationale avait déjà remodelé à sa sauce la formule, le Sénat était beaucoup plus gourmand en élargissant la préservation de l'environnement à, je cite, « La République préserve l'environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre les dérèglements climatiques dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004. » Alors, c'est une formule dont ça aurait sûrement brisé le stylo ou le clavier d'écrire biodiversité à la place de la diversité biologique et qui se fonde sur une charte âgée déjà de 17 ans. Donc ça remonte aussi. En bref, il s'agit de réécriture et de désaccords qui poussent Macron à enterrer le référendum selon le JDD, c'est pas encore affirmé, et à pointer du doigt les sénateurs. Mais c'est aussi et surtout un nouveau référendum refusé que peine à assumer notre président de la République. Et à cela, on remarque que la relation entre Macron et les référendums semble en fait refléter 232 ans d'histoire. Alors 232, c'est un chiffre qui nous fait remonter en 1789, alors on le sait tous, c'est la première année de la Révolution française, et c'est l'année durant laquelle l'idée de référendum comme d'une sanction des lois qui puisse être confiée au peuple apparaît. Et c'est une belle idée dont l'utopisme semble devenir réalité dès 1793, donc on est toujours pendant la Révolution française. Et c'est à cette date, avec l'adoption de la première constitution, en fait de la constitution du 6 Mésidor en 1, que le référendum est inventé, s'inspirant alors des écrits du célèbre Jean-Jacques Rousseau, desquels on devine un homme pro-démocratie directe. Mais si la relation entre le référendum et la France semble bien commencer, c'était sans compter les élites dirigeantes du 19e siècle qui, en fait, se sont bien rendus compte que donner un peu trop de pouvoir au peuple, ça pouvait être dangereux. Cependant, si beaucoup ont commencé à se méfier du référendum, il faut savoir que le jeune Bonaparte de l'époque a su voir en le référendum une réelle opportunité. Puisqu'il faut dire qu'un peuple domestiqué est un peuple allié. Alors c'est dans cette dynamique d'un peuple domestiqué que Napoléon a su user du référendum pour devenir empereur le 18 mai 1804. Et c'est d'ailleurs un référendum qu'il a renommé plébiscite, dont la racine latine plèbe fait directement écho au peuple comme tout et n'importe quoi, mais sûrement pas comme l'élite. Cette arrivée au pouvoir entre coup d'État et pseudo-désir du peuple pour Bonaparte donne au plébiscite et à son cousin le référendum une très mauvaise presse. Il faut alors attendre la libération et le général de Gaulle pour la réintroduction assumée du référendum, mais ça ne va pas durer très longtemps. Car après la Seconde Guerre mondiale, bien que ce fût par la voie du référendum que les Français purent voter pour la première fois non à un projet de constitution et de cette manière choisir leur 4e République, le référendum est loin d'être ancré dans les mœurs politiques. Il est même marginalisé par la constitution de cette République d'après-guerre. Et il faut donc attendre de nouveau le retour du général de Gaulle pour que le référendum soit véritablement considéré. Ainsi, en 1958, le référendum sert une nouvelle fois à créer une république, la 5e que l'on connaît aujourd'hui, et qui lui assure et qui lui accorde une place assumée et organisée dans sa constitution. Mais c'est bien avec la fleur au fusil que De Gaulle tente d'introduire le référendum dans la constitution, car aussi populaire soit-il, il n'a jamais réussi à populariser le référendum. Puisqu'au total, aujourd'hui, on compte sous la 5e République 10 référendums seulement, dont la moitié ont été mis en place par le général de Gaulle. À savoir que le dernier en date est celui de 2005, et il est loin de pouvoir redorer l'image du référendum, puisque si sous l'Empire le référendum faisait peur à l'élite dirigeante, en 2005, il semble montrer au peuple le dédain de celle-ci envers lui, puisque cette année-là, 54% des Français avaient voté non à un projet de loi, un traité d'établissement d'une constitution pour l'Europe, et c'est un nom qui a eu pour les institutions européennes que le goût du déni, et pour le peuple français, mais pas que le goût de l'euroscepticisme. Alors, pour conclure, on comprend que la relation entre la France
et le référendum est davantage une douce utopie plutôt qu'une histoire d'amour. C'était très intéressant, toute l'historique du référendum. Merci beaucoup, Marie. Oui. On a appris plein de choses, mais après, on sait que le référendum, c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Je pense qu'il aurait déjà dû anticiper que ça allait être très compliqué de mettre ça en place, surtout de promettre un référendum sur quelque chose d'aussi important, on va dire. Et il devait se douter, Emmanuel Macron, que ça allait être chiant, on va dire, à vraiment mettre en place, à avoir ce fameux référendum pour la Constitution. Surtout pour la Constitution. Il savait probablement que les deux chambres, il fallait d'abord mettre les deux chambres d'accord, alors que déjà les majorités ne sont pas les mêmes. Ah bah non, pas du tout. Les majorités ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes, et puis voilà. Oui, puis Donc- c'est l'article 1er, quoi. C'est l'article qui définit les valeurs de la République, donc c'est pas rien. C'était quand même un gros changement. Et... Merci beaucoup, Marie, pour ce petit point historique sur les référendums et à t'en voir prie. si dans les prochaines années, nous voterons pour instaurer l'écologie dans Dans la Constitution. la Constitution. Et moi, on va passer au temps mort. Pour ce temps mort, vous allez entendre des hymnes nationaux. Et oui, des hymnes nationaux de Oh, partout pitié. autour de la planète. Un conseil, aidez-vous de la langue, c'est quand même très pratique. Premier extrait que je vous propose. Oui, Matt, je crois, c'était Matt ou Marie. Non, c'est Matt. C'est moi, Ok. c'est l'Italie. Fratelli Oh. d'Italia. Bah dis donc, bravo. Vas-y. Premier point pour Matt. Ouais, Écoute, c'est ça. T'as alors, même le nom. Oui, je vous préviens, vous êtes pas bien, parce que moi je regarde les matchs de foot. Ah, mais alors, je te dis pas, mais tu pourras pas tout trouver si tu regardes que les matchs de foot. C'est vrai. Il y en a c'est vrai. certains Mhm. qui sortent un peu des matchs de foot. Je vous propose le deuxième. C'était Matt juste avant. Mais franchement, Philippines, c'était pas loin. C'est les États-Unis. Évidemment, c'est les États-Unis. Je vous en avais mis un particulier. Est-ce que vous avez reconnu qui chante? Fergie? Ouais, c'est celui-là, le célèbre de Du coup, Fergie. j'ai un point? Bah non. Mais C'était All-Star Game, non? Si je me rappelle bien. c'était ouais. Ah, c'était- attends. C'était le. Est-ce que c'est le fameux All-Star Game où elle chante tellement faux que les joueurs Oui. sont morts de rire? C'est ça, c'est sa voix qui part dans tous les sens. C'est pas son plus grand succès. Mais le dernier qui a été chanté, c'est quand même Lady Gaga à l'investiture de Joe Biden. Biden, ouais. Et ça fait 2 points pour Matt. On passe au troisième. Marie, t'as ton micro allumé? Oui, je vais dire l'Afrique du Sud. Ouais, c'est ça, c'est l'Afrique du Sud. C'est un mélange, cette hymne nationale, entre deux chansons qui s'appellent Dieu protège l'Afrique et L'appel de l'Afrique du Sud. Et il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. Donc, c'est assez. Et dans la chanson, c'est chanté en 5 langues, l'hymne national. Donc, Ah oui, pas vous mal. avez pu trouver, mais vous avez été trop rapide. On passe à la 4e chanson. Ça fait donc 2 points pour Matt et 1 point pour Marie. Bon, c'était assez évident, Oh non. Philippines. C'est la France! La France, évidemment, la Marseillaise. Bougez de l'île! Enfin, je rigole. Ouais, là, c'était chanté par la merveilleuse Mireille Mathieu. Je vous ai mis des grands classiques. Je me disais aussi, j'avais déjà entendu cette intro. Voilà. Et l'intro était un peu différente, c'était un peu pour vous piéger, mais bon, une fois que les paroles commencent, c'est assez évident. Voilà, c'était pour être sûr que Philippines ait 1 point. C'était. Merci. On passe au 5e hymne. Il y en a 10, donc on est à la moitié. Ah, je sais pas qui. C'est Je moi. crois. C'est qui? C'est moi. C'est Philippines? Non, c'est Bon. Philippines. C'est moi. Bon, les Philippines, oui. La Russie. Ah, bravo! C'est l'hymne national depuis 2000. C'est Poutine qui a remis cet hymne national. Il change beaucoup en Russie. Et donc, dès que c'est plus à la mode, ils en remettent un. Et franchement, Philippines 2 points, Matt 2 points, Marie 1 point. Vous êtes plutôt bien à égalité. On passe au 6e. Écoutez bien. Normalement, ça devrait aller vite aussi.
Oui, Philippines. Le Royaume-Uni. God save. Bravo. Ah, mais oui! C'est un peu. C'est ça, c'est le God Save the Queen très célèbre qui change selon qui est au pouvoir et donc ça a été God Save the King. Hmm. Vous Et êtes qui prêts? d'ailleurs a été créé suite à la fistule anale du roi Louis XIV par Lully, si je ne Ah, me trompe pas. je Et ça n'ai a pas été... les détails, mais Comment? je connaissais pas les détails. Bah, à la Oui. base, ouais, c'est une chanson française, c'est Dieu sauve le roi, parce que le roi n'était pas mort, parce qu'on a réussi à opérer sa fistule anale. Ok. C'est assez rigolo que ce soit Waouh, devenu du roi. Voilà, une chanson en hommage au cul du roi, magnifique. c'est génial! Et le roi Soleil en plus, Oh le ouais, nom roi et tout. français, même pas anglais. Ouais, Ouais. notre roi à nous, voilà, le roi Euh, Soleil. ils nous ont tout piqué ces Pas anglais. du tout. On passe au 7e. Alors, c'est un petit peu différent, mais normalement vous allez trouver. Alors, j'ai Philippines qui c'est. Mais il y a Math aussi, mais je crois que Philippines, tu t'es. Ah non, c'est Philippines. Oui, vas-y, dis-moi. C'est l'hymne de l'Europe. C'est ça, je vous ai mis. Oui! Bon, c'est un peu plus large. C'est le très célèbre hymne. Et ben dis donc, Philippines, 4 points. L'hymne à la T'entends joie. ça, Ouais, t'entends ça à l'Eurovision? Ah, je sais pas. C'est Beethoven qui a composé évidemment l'Ode à la joie. On passe au 8e qui est plus dur. Là, faut vraiment s'y connaître en hymne. Mais bon, vous avez l'air assez fort, donc je crois en vous. Ouais, Matt, On va tenter la Chine. On va juste pas ce n'est réfléchir. pas la Chine. Et Dommage. dans les premières secondes de la chanson, on entend le nom du pays. Bah alors, on Ah. n'entend pas bien, mais en soi, ils le disent. Je peux vous remettre le tout début si vous voulez. Concentrez-vous. Voilà, là il est passé, si vous voulez, le nom du pays. Mais c'est bien un pays d'Asie. C'est un peu communiste. Cet hymne, bah en tout cas, c'est pour vous aider. Ouais, Marie? J'allais dire la Corée du Nord. Non, c'est pas la Corée. Mince. Matt? Ah, maintenant, t'as dit communiste, j'ai envie de dire Vietnam. C'est Juste, ça, c'est l'hymne du Vietnam. C'est vite Bah, chez moi, bordel. ça ressemble un peu à la Marseillaise dans les paroles, parce qu'on a des paroles assez engagées. J'ai sorti une petite citation, c'est notre drapeau qui se teint du sang de la victoire. Vous voyez, l'idée, c'est pas juste Dieu sauve la reine, c'est un peu plus guerrier. Et donc ça fait 4 points pour Philippines, 3 points pour Matt, 1 point pour Marie. Et il reste 2 chansons, 2 hymnes nationaux. 9e extrait. Matt, Espagne. c'est pas l'Espagne. Non, non, non. Na, 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 na. Ça m'étonnerait que vous connaissiez les paroles, parce que c'est pas un langage qu'on parle beaucoup. C'est un pays anglophone, mais la première partie n'est pas en anglais. La première partie que vous entendez actuellement, c'est du maori. Matt, Ah, mais c'est cramé, c'est bah la Nouvelle-Zélande du coup. évidemment, c'est ça, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais j'ai déjà entendu en fait, c'est pour ça, je commençais à fredonner, c'est je sais pas. Laisse tomber. Ça ressemblait, c'est peut-être pas le bon fredonnement, mais j'avais Mais alors, un- ils utilisent 2 hymnes parce qu'ils utilisent aussi le God Save the Queen, Ok. vu qu'ils font partie du Commonwealth. Mais ils utilisent aussi cet hymne qui est à la fois en maori et à la fois en anglais. C'est bien la Nouvelle-Zélande. Bon, allez, dernier, c'est assez difficile. J'espère que vous allez trouver parce que c'est difficile, mais c'est sympa. Bon, je vous donne un petit indice parce que vous allez... Ah, Philippines. Non, mais j'ai pas la réponse, mais c'est du latin. Ah c'est On bien. dirait la messe, oui. On entend une langue morte et c'est donc un hymne qu'on peut pas entendre en Coupe du Monde. Le Vatican.
Bravo Philippines, c'est ça, c'est le Vatican. Ah, Donc, bah, excellent. on peut pas l'entendre en Coupe du Monde, mais elle existe en Ah, latin. C'est le seul hymne qui est d'une langue morte. On a fini ce temps mort, et alors, qui gagne ce temps mort? Bon, c'est pas Marie, Marie t'as qu'un point. Non. Matt, 4 points. Et Philippines, 5 points, donc qui remporte ce temps mort, le temps mort de cette Waouh. semaine. Elle maîtrise les hymnes internationaux. Bravo Philippines. Bah, si je peux vous donner un petit conseil, allez écouter l'hymne du Népal, il est trop mignon. Lisez les paroles parce que vraiment, c'est un hymne à la nature et aux montagnes et aux forêts du Népal et j'adore cet hymne, c'est vraiment mon hymne préféré. Ouais, il y a différents types d'hymnes, hein. On entend ceux qui sont un peu violents, genre la Ouais. Marseillaise, l'hymne du Vietnam. Il y a ceux qui aiment les vallons et les forêts, bah, comme le Népal et la Nouvelle-Zélande aussi. Et après, bon, il y a ceux, c'est toujours God Save, God Save. la fierté nationale. Voilà. On continue après ce temps mort sur d'autres questions internationales, parce qu'on continue avec la chronique de Philippines. Et Philippines, tu vas nous parler d'une figure brésilienne, un humoriste et activiste brésilien qui s'est engagé donc pour la communauté LGBT, mais aussi, je crois, contre le gouvernement brésilien. Exactement. En fait, c'était la semaine dernière, le Brésil a vu s'envoler une de ses personnalités publiques préférées. C'était l'humoriste Paulo Gustavo, 42 ans, qui était déjà hospitalisé pour le Covid depuis la mi-mars, qui s'en est allé malheureusement mardi dernier en laissant plus de 16 millions de fans dans le deuil. Donc Paulo Gustavo était une figure absolument iconique de la communauté LGBTQIA+, au Brésil. Donc c'était vraiment le porte-parole d'une communauté assez mal aimée par Jair Bolsonaro, le président brésilien. Ah bon? Ah bon. En effet, bon, on le sait tous, mais on va quand même le rappeler, le chef d'État est considéré comme homophobe, il est ouvertement contre le mariage homosexuel, qui est légal au Brésil, mais le président n'aime pas trop ça. Et en plus, il est aussi connu pour avoir tenu des propos sexistes et racistes envers les Noirs brésiliens et les femmes. Bref, il a vraiment tous les galons d'un chef d'État au top. Si on rajoute en plus sa gestion de la crise, mais bon, ça, on en parlera un peu plus tard. Du coup, Paulo Gustavo, c'était l'archétype du meilleur pote de Bolsonaro. Non, je rigole, c'était vraiment l'inverse. Paolo, c'était un homosexuel marié, père de 2 enfants nés de mère porteuse, et il a construit sa popularité au Brésil à travers des films pro-LGBT où il jouait une femme. Donc vraiment, il a coché toutes les cases pour être détesté par le président. Et en fait, c'est ce personnage de femme qui a élevé Paulo Gustavo au rang de porte-parole de toute la communauté, parce que un acteur gay, père de famille et déguisé en femme qui réussit à vendre des millions de places pour ses spectacles et ses films, ça contribue grandement à la libération de la parole chez les jeunes brésiliens, et ça fait du bien à la communauté LGBT. Mais l'acteur est aussi connu pour avoir contesté l'Église universelle du Royaume de Dieu. Alors c'est une sorte de secte évangélique homophobe hyper riche qui a soutenu Bolsonaro en 2018. Bref, vraiment des trucs sympathiques. Et en fait, les films de Paulo Gustavo émettaient une critique assez virulente envers les dogmes conservateurs de l'Église au Brésil, l'Église qui soutient donc l'extrême droite et d'autres politiques homophobes et antiprogressistes. Donc voilà, Paulo s'est porté en porte-parole de la communauté et contre l'Église brésilienne conservatrice. Et du coup, la mort de l'acteur a aussi contribué à une vague de protestation de la part des fans de Paulo Gustavo, qui ont pointé du doigt la gestion absolument catastrophique de la crise sanitaire par Bolsonaro. Ça aussi, on le sait, c'est vraiment un désastre ce qui se passe là-bas. Le Brésil, c'est le 2e pays le plus touché par la crise sanitaire, et le président fait rien, c'est ça qui est problématique. Donc il est accusé de ne pas avoir fait assez face à la crise et d'avoir minimisé la gravité de la situation dans le pays. Et si Bolsonaro a quand même tenu à rendre hommage à Paulo Gustavo sur Twitter, de nombreuses personnalités brésiliennes restent très en colère contre leur président. Et un ami comédien de Paulo a d'ailleurs déclaré que Paulo Gustavo était mort en martyr, victime de l'incompétence, de l'ignorance, de la négligence du gouvernement. Donc voilà, tout ça pour dire que même après sa mort, Paulo Gustavo est toujours très présent dans les esprits des Brésiliens. Et voilà, il porte encore une parole assez engagée. Ouais, c'est une figure dont personnellement, j'avais jamais entendu. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler, j'avais jamais entendu. Non, moi non plus, mais il est vraiment super, super connu au Brésil. Ok. C'est vrai, il y en a comme ça qui marquent et c'est important qu'il y ait des défenseurs des droits
même dans les pays où le président n'est pas en faveur de ses droits. Donc merci beaucoup, Philippine, de nous avoir fait découvrir cet humoriste brésilien. Et on passe à la dernière partie de ce podcast, la partie que vous attendez tous. Hein. C'est juste un mauvais moment à passer, mais ça va le faire. C'est le Maxi Quiz. Et Matt, je te laisse la parole, vu que cette semaine, c'est toi qui t'en es occupé. C'est vrai, c'est moi qui m'occupe du Maxi Quiz. Pas de Maxime, pas de problème. C'est moi le patron aujourd'hui. Non, bien sûr, on t'aime Maxime. Mais du coup, pour aujourd'hui, vu qu'il n'est pas là, c'est moi qui m'occupe de ce Maxi Quiz. On va le renommer Batlock Quiz parce que j'aime renommer les noms. Voilà. Vous connaissez les règles, 4 questions simples, une estimation, un tour de table, celui qui a plus de points gagne, évidemment. Ça, vous connaissez les règles. Si vous avez la réponse, vous donnez votre prénom en premier, s'il vous plaît. Voilà. On va commencer par la question peut-être la plus difficile. Oui, c'est cadeau. C'est une question qui mélange de la mode et du sport. Quelle personnalité est à l'origine du design du maillot du club de foot de l'AS Monaco? Donc c'est un maillot avec une diagonale. Je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer. Qui est à l'origine du design? Oui. Moi, je propose Jean-Paul Gaultier. Non. Ça aurait été marrant quand même. C'est une personnalité de la haute couture. C'est une personnalité monégasque très importante, mais pas forcément de la haute couture. Je dis mode parce que ça parlait de design de maillot. C'est une monégasque. C'est une actrice. Ah, bah oui. C'était une actrice, pardon. Oui, qui est décédée dans un virage. Non. Elle n'est pas monégasque, Lady Diana, hein, calme-toi. Mais c'est pas la femme du roi? Stéphanie de Monaco. Non, Stéphanie de Monaco est trop récente. La mère du prince Albert. Oui, c'est la mère, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, mais il faut le nom. Et elle est morte dans un virage, j'en suis sûr. Mais non, c'est Lady Diana. Non, mais il y en a deux des morts dans des virages. Elle a un nom américain, non? Oui, c'est une américaine. Elle est blonde, non? Oui, c'est une blonde. Elle est très très célèbre. Elle s'appelait, son nom de famille, c'est Monaco, du coup. Bah oui, mais c'est de Monaco, mais t'es gentil, mais moi je veux son nom. Je veux au moins son prénom. Ce serait bien si vous essayez de trouver son prénom en mode. Mélodie prénom. de Monaco. Mais non, mais je crois qu'elle a prénom, nom et après de Monaco. Oui, on peut la dire ça. connaît sous prénom, nom. Grace Kelly. C'est une bonne réponse. Bravo. C'est une très bonne réponse. C'est Grace Kelly, la princesse de Monaco, qui vient décéder dans un accident de voiture. Il avait raison, Edouard. Eh bah voilà, dans un virage. Non, t'es trop fort en mort. Je ne vais pas dire plus, mais oui, c'était la princesse de Monaco. C'était pour fêter. D'ailleurs, c'est elle qui a fait le design après la victoire du club en Coupe de France. D'ailleurs, ça a porté bonheur, puisque dans la foulée, le club de l'AS Monaco a remporté le championnat de France. Voilà. Un point pour Marie. Bravo Marie. Bravo, Marie. Donc, vous avez réussi à passer l'écueil de la question difficile. Normalement, vous devriez répondre facilement. À quoi correspondent les initiales de la chaîne de fast-food KFC? J'ai Philippines. Oui. Kentucky Fried Chicken. Exactement. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Bien Ouais. ouais. Exactement. Philippines qui récupère un point, évidemment. Ah là là. On va passer du coup à l'estimation. Ça va être une année. Je vais vous demander une année. Oula. Je vais même vous demander un mois et une année. Je vais vous demander les deux. Pourquoi ça se complique? C'est une estimation, ça va encore. Hein. Vous n'êtes pas obligé de donner la bonne réponse. Hein. Ça va être. Donc, Marie, tu vas commencer parce que tu es la première à avoir répondu. Super. Ouais, fallait pas répondre ça. J'en ai marre. Philippine, tu seras la deuxième. Et Edouard, tu seras en dernier. Donc, la question, elle est très simple. En quelle année a débuté le manga Détective Conan? Oh là 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 là, non mais pitié. C'est vraiment les trucs de nos niveaux. On est à fond sur tous les sujets. Et en plus, faut le mois. Bon, déjà, j'ai un choix sur 12. Quel est le meilleur mois pour sortir un manga? On va dire décembre. Non, novembre. Parce que après c'est le cadeau de Noël. Noël. Comme ça, voilà. Et les mangas, souvent, c'est. Attends. En quelle année a débuté? C'est-à-dire que le premier. Alors, il faut savoir que la publication, c'est semaine par semaine. C'est pas genre un manga pour le vendre tout l'été. C'est genre le premier chapitre est sorti dans un magazine à telle date, tu vois. Donc, c'est pas la bonne logique. C'est pas comme un jeu vidéo quand tu vas sortir en novembre parce que tu sais qu'il va se vendre à Noël, tu vois. Bon, bah, on va dire le mois de mars. Mars, c'est quelle année? C'est un mois neutre. Quelle année? Bon, vu que les mangas et les magazines, c'est plus les années 80-90.
On va dire 93, mars 93. Ok, mars 93, je valide. Philippines. Alors, je vais dire janvier 88. 88. Ok, c'est plus loin, mais ok. Et moi, je vais dire juin pour le mois, parce que c'est la saison d'été, donc ils achètent. Et pour l'année, je vais dire un peu plus tard, 95. 95. Eh bien, du coup, c'est Marie qui est la plus proche. Oh non! Waouh. Mars 93, si je me rappelle bien, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Alors, Edouard, t'aurais mis un an de moins, t'aurais gagné. Parce que c'était en janvier 94. Voilà, donc janvier 94, le 19 janvier 94, le premier chapitre de Détective Conan sort. C'est un manga à la longévité exceptionnelle. On en a déjà parlé dans une émission d'actualité, c'était moi. Voilà, c'est pour ça, ça fait plaisir. 1000 plus de 1000 épisodes, près de 100 tomes sortis depuis. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Je vous l'avais déjà conseillé vivement, mais je vous le conseille vivement. Et Marie récupère un deuxième point. Voilà. On s'est quand même super bien débrouillé sur cette question. On n'y connaissait rien et on n'était quand même pas à beaucoup d'écart. C'est Franchement, vrai, c'est vrai, mais plus fier de notre niveau. Ouais. Question suivante. Est-ce que vous pouvez me donner la vidéo YouTube qui comptabilise le plus de vues sur la plateforme? Bah, moi je vais dire Ariana Grande. Non. Un américain ou une américaine? Non, même pas. Ah, je sais. Despacito. Non. BTS. En fait, Despacito, c'était l'ancien. Ça pas de bol, Philippines. Ça fait combien de temps? Alors, j'ai écrit en plus. Ça fait 7 mois que c'est plus Despacito. T'as pas de bol. Non, Peut-être moins. Non, là, je gagne. Ah, donc c'est une chanson récente. Non. En Ah. plus, c'est une chanson pour enfants. C'est le principe, en fait. Ah, bah le poussin piou. Non, c'est pas ça. C'est en français, t'as que quoi. Ah, Une chanson pour enfants, l'alphabet en anglais. Baby Shark. Ah, non, c'est pas ça. C'est ça. C'est Ouais. exactement ça. Oh. C'est la chanson Baby Shark, sortie sur la chaîne Ping Fong, qui est une chaîne coréenne. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas américain. Et, et il faut savoir donc qu'elle a dépassé Despacito en novembre 2020 et aujourd'hui elle comptabilise plus de 8 milliards et demi de vues. Dernière question simple. Dans quel pays se trouve la plus ancienne université au monde encore en activité? Vous devez me donner un pays. Philippines, au Royaume-Uni. Non. Et Marie. Edouard. Edouard, je vais te laisser. En... Eh ben, j'ai pas d'idée. Ok, non. Marie, tu voulais parler. Je voulais dire en Belgique. Ok, ce n'est pas en Europe. Ah, Edouard. Vas-y. En Chine. Non, pas du tout. Au Chili. Ce n'est pas en Amérique. Vas-y, on va faire plus simple. Ok, c'est pas les Amériques. C'est en Asie, du coup. Vous aurez pas. Alors, ce sera pas en Europe, ce sera pas en Amérique. C'est tout ce que je vais dire comme indice pour l'instant. Edouard, l'Afrique du Sud. Je vais vous donner la date pour vous donner une idée à peu près. Ça a été construit au 9e siècle. C'était un petit moment. Philippines, en Égypte. C'est la plus ancienne, c'est non. C'est la plus ancienne quand même, donc c'est normal que ce soit relativement loin Ah. quand même. Edouard, en Australie. Il y avait personne en Australie, gros. Ah, des aborigènes. C'est quoi ce dédain? Je vais dire, non mais l'université, c'est pas les aborigènes qui l'ont amené, qui l'ont créé. Tout à fait. C'est plutôt quelque chose du monde. Arabe. Arabe. Ha ha ha. Pas mal. Et le monde. Je vais vous l'accepter. Oui, c'est quelque chose du monde arabe plutôt. Ah. Philippines, Algérie. En Asie. Philippines, Maroc. Non, c'est trop tard. Je vais te le donner, Philippe. Ah, mais. C'était au Maroc, mais Cool. voilà. Le point est pour Philippines. Et la Fès plus précisément, elle s'appelle l'université Al-Qarawin. C'est aussi une mosquée. Voilà. Ça fait quoi dans les scores? Donc dans les scores, ça donne 2 pour Marie, 2 pour Philippines et 1 pour Edouard. Tout va donc se jouer sur le tour de table. Ah, je sens que vous allez galérer en plus parce que je vais faire un tour de table sur les Oscars. Ah, on en a déjà eu un il y a pas longtemps. Oui, Oui, on en a eu un fait- il y a pas longtemps, mais j'ai Mais on a peur tout que- raté. On a fait. C'est vrai, c'était sur les films, mais je vais vous parler d'acteurs du coup. Ah, mais ça, je maîtrise mieux. Ah, Oh, alors Faut pas que je dise ça, je vais rien trouver. je vais prendre. Alors, je vais prendre les acteurs. Alors, Edouard, tu es en dernier, donc tu vas commencer cette fois. Ensuite, ce sera Philippines et après, ce sera Marie. oh. Eh bien, je mets le seul que je connais. Jean Dujardin.
Oui, Jean Dujardin, c'est une, Ah, bonne j'avoue. réponse. Voilà. C'est une bonne réponse. Maintenant, je voulais jouer. Ça peut être de toute nationalité. Il y en a qu'un seul qui est de nationalité non américaine, donc c'est Jean Dujardin. C'est con, mais ils sont tous américains. Comme ça, Leonardo DiCaprio. Oui, ça passe. Avec Pour The Titanic. Revenant. Pour The Revenant en 2016. Non, il n'a pas eu d'Oscar pour le Titanic. Alors, Marie. Il y a Eddie, je sais pas comment dire, Redmayne. C'est le mec qui avait joué dans Histoire de temps. je sais plus Je vais le compter. C'est bien lui. C'est bien Eddie Redmayne. comment. Ok. T'étais pas si loin, t'étais pas si loin dans la prononciation. Pour une merveilleuse histoire de temps en 2015, donc juste avant DiCaprio. Edouard. Ah, c'est difficile. Je sais qu'il y en a un, mais je sais pas comment il s'appelle. J'ai peur de dire n'importe quoi. Elle m'a dit n'importe quoi. Elles seront contentes les deux autres. Donc, C'est Vas-y. l'acteur du Joker. il me faut le nom. Non, il me faut le Du nom. Joker, et il s'appelle. Ah oui. Il est très très célèbre. C'est un grand acteur que j'apprécie énormément. Il s'appellerait pas Anthony? Oh. Non. Enfin, tu parles pas du bon film à ce moment-là. Ok. Ah bah alors, j'ai un nom, mais en fait je sais pas qui c'est trop. Anthony Hopkins, mais je sais pas trop qui c'est. Alors, il se trouve que c'est celui qui a gagné la récompense cette année. Ah bah oui, le nom il était assez en tête. Il a gagné 2 fois pour le Silence des Agneaux et pour The Father cette année. Ah, mais je pensais qu'il avait gagné second rôle. Non. Ah, je suis con. Bah, j'ai pas le nom du mec qui fait le Joker. Je vous ai donné un coup indice. Ok, Philippine, à ton tour. Non. Ce n'est pas une réponse, mais. Je vais pas trop donner d'indice, il en a donné un, Edouard, donc en plus, ça sera pour Marie derrière. Donc. Non, je suis un peu une bouse. Attends. Je sais pas. Georges Clooney. Non. Pour sa T'as pas- pub Nespresso. Malheureusement, il a déjà été nommé, il me semble, mais il n'a jamais reçu la récompense. Ce sera un non, Philippine est éliminé. Ah. Il reste Marie et Edouard. Marie, à ton tour. Joaquin Phoenix pour le Exact. Joker en J'avais 2020. donné. Oui, c'est lui, Joaquin Phoenix, c'est lui qui a reçu la récompense pour Joker. Edouard, à ton tour. Bah j'ai pas trop d'idées, donc je vais dire des noms d'acteurs célèbres. Je pense que Tom Hanks dans le mec qui Forrest court, Forrest Gump. Gump, franchement, s'il a pas eu le... Le mec, comment t'as réduit Forrest Gump en 2 secondes, Lucie? S'il a pas eu, il le méritait. Ok, Ouais, je suis d'accord. c'est une bonne réponse. Oh Il a bien eu pour Forrest Gump et puis il a eu pour Philadelphia aussi l'année d'avant. Voilà, il En le mérite. 95 pour Forrest Il le Gump. mérite. C'est un bon gars. Marie, Rami Malek pour Ah. Rhapsody. Ça va. c'est bien Rami Malek a bien reçu une statuette pour l'Oscar pour son rôle dans Bohemian Rhapsody, donc Freddie un Mercury. biopic de Freddie Mercury, c'était en 2019. Très bon film. Edouard, Ouais, tout à fait. Moi, je pense à ce grand acteur. Ce grand acteur. ce sont tous Comment des ça grands acteurs, tu ne nous piégeras pas. J'ai oublié son nom alors qu'il est hyper célèbre. Et Leonardo DiCaprio. Bah, c'est l'autre. Il y en a deux des célèbres. Il y a DiCaprio et son pote. Tu peux pas avoir DiCaprio et l'autre. un rébut. Un Non. rébut. Non. Non, déjà parce que son nom est plus facile justement à faire en rébut. C'est un peu triste, mais voilà. Ouais. Mais non, ce sera un non. Mais c'est celui qui a joué dans beaucoup de films. Il fait la pub à la télé. Sauvage. C'est lui qui fait Sauvage, non? Je vois qui c'est. Je crois pas. Ah bon? bah, c'est Enfin, fait celui Sauvage. qui fait Sauvage, je vois qui c'est, mais le mec dont Ah tu bah parles, non, c'est- bah oui, non, le mec qui fait Sauvage, c'est Johnny Depp, c'est pas lui. Mais il a Ouais. sûrement eu un Oscar, Johnny Depp, non? Non, je pense pas. Il a... Ah, Ah. Quand même, il mérite un Joker, j'allais dire. dans les Ouais, mais mecs comme ça. si je dis ça et qu'il me dit non, bah, je dis ça parce que j'ai pas d'autre idée. Qui donc? Johnny Et le- Depp. C'est non. Bah, Merde, voilà. je suis désolée. Marie, il faut que tu es de toute façon tu es la dernière, donc c'est à toi que je vais accorder le point. Mais est-ce que tu peux confirmer ta victoire et là vraiment pour de bon confirmer ta victoire en donnant un acteur qui ferait partie de cette liste de vainqueurs là. Je vais tenter Tom Cruise, peut-être. C'est triste, mais non, c'est pas un bon. Non, je déconne. C'est un très bon cascadeur, mais c'est pas un acteur qui a fait. C'est un bon cascadeur. Et apparemment, il va faire un film dans l'espace. Donc Ouais. peut-être qu'il aura un Oscar plus tard. Peut-être que je suis visionnaire. Alors, c'est non. Comment qu'il s'appelle celui que je cherchais? Brad Pitt, mais il n'a pas reçu. Ah! Il n'a Il- pas reçu il- l'Oscar il- de meilleur acteur. Il a eu l'Oscar pour meilleur second rôle. Ouais.
le film Once Upon a Time in Hollywood. Tu n'aurais pas eu la bonne réponse. Le point ira à Marie, c'est Marie qui remporte. Et est-ce que Matt Damon, il a eu un Oscar? On va regarder, Matt Damon, c'est non. Ah mince. Ah, c'est Tu peux Bon. citer des grands noms qu'on a honteusement oubliés, Matt? Marlon Brando dans Le Parrain, Matthew McConaughey. Kevin Spacey, non? Kevin Spacey, je sais pas. Même Je s'il sais a, il a Oui, fait de la Kevin création de Spacey film. pour American Beauty en 2000, Jeff Bridges, Jamie Foxx, Jack Nicholson. Qui est-ce qu'on peut citer? Denzel Washington, Colin Firth aussi, Al Pacino. Voilà, comme ça. Voilà, Ah. comme ça vous savez. Et Roberto Benigni aussi. Sean Penn, Russell Crowe, voilà, pour les acteurs vraiment connus que vous n'avez pas réussi à trouver. Il y a aussi Robert De Niro, Ah. Nicolas Cage, très étonnant, plus étonnant, mais voilà, c'est pour les acteurs que vous avez manqué. Donc voilà, c'est la fin du quiz. Marie, grand vainqueur. Voilà, grande vainqueur plutôt. 3 points pour Marie, 2 points pour Philippine et le tout petit point pour Baby Shark, l'enfant Edouard, Trop bien. qui a réussi à trouver donc la question YouTube. Bravo, Oui. félicitations. Ça ne mérite pas un deuxième point, mais bravo. Et je te laisse la main, Edouard, pour la conclusion. Eh ben, bravo Marie. Merci Matt pour le maxi quiz. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Merci Philippine, merci Marie, merci Matt. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Et évidemment, si c'est le cas, on n'hésite pas à partager et aussi à aller voir les autres contenus, les vidéos sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. Merci à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut!